ce soir avec de l'athlétisme. Oui, le semi-marathon de New Delhi va se tenir malgré une double menace. La double menace du coronavirus et d'une pollution dantesque n'empêchera pas l'organisation dimanche du semi-marathon de New Delhi qui accueillera quelques coureurs de renom. La Kenyane Brigitte Kosgei, l'une des références du marathon avec des victoires à Londres et Chicago et son record du monde, 2h14 minutes 4 secondes dans une course mixte. Et l'Éthiopien Adamlak Beliou, qui a 2 victoires à son actif dans la capitale indienne, font partie des 49 athlètes de premier plan qui vont courir le semi-marathon. Oui, voilà 15 ans que cette course-là existe. Elle est largement dominée par les Africains, notamment les Kenyans et les Éthiopiens. Les records d'ailleurs sont détenus par les Éthiopiens. Chez les hommes, c'est Gouye Adola qui règne avec 59 minutes et 6 secondes. Il a établi en 2014 ce record. Et puis chez les femmes, c'est Tseha Gemeshu qui règne avec 1h06 minutes et 0 secondes. Elle a établi l'année dernière en 2019. Mais pour parler de cette décision quand même de pouvoir faire participer à cette compétition, je trouve que ce n'est pas une bonne chose parce qu'il y a une double menace qui existe, qui est le coronavirus. Et puis, il y a aussi une pollution qu'il y aura dans cette ville-là. Je crois que ce n'est pas une sage décision. Bon, à savoir déjà que la ville de New Delhi est une des villes les plus polluées au monde. Hein. C'est là. Voilà, de base, c'est, voilà, vous me le dites, c'est la ville la plus polluée au monde. Donc, c'est déjà pas évident hein, en temps normal. Alors, si y a une menace de pollution supplémentaire, je n'ose pas imaginer à quoi ça va ressembler. Effectivement, pour moi, on pouvait faire l'économie de ce marathon-là parce qu'on observe qu'il y a plusieurs marathons qui n'ont pas eu lieu parce qu'il y a la Covid-19. Mais surtout à New Delhi, comme je le disais tout à l'heure, c'est la capitale la plus polluée du monde. Donc, on pouvait bien évidemment faire cette économie-là. Il y a un chirurgien pulmonaire qui disait que courir ce marathon-là serait carrément suicidaire parce que l'air est déjà pollué. Et ensuite, il y a le coronavirus parce que l'Inde, après les États-Unis, est le 2e pays le plus touché par le coronavirus avec 9,3 millions cas de Covid. Donc, on pouvait bien évidemment faire l'économie de ce marathon-là. Je ne sais pas ce sur quoi les organisateurs ont compté pour pouvoir tenir ce marathon. On espère que le pire n'arrivera pas et que les participants, 49 en tout, pourront bien s'amuser. Moi, j'ai envie de voir dans quelles conditions, effectivement, ce marathon-là va se courir. Parce qu'il y a quoi? Il y a 49 athlètes professionnels qui seront là, oui. Mais il y a des milliers d'amateurs qui vont courir de façon virtuelle. J'avoue que je ne comprends absolument rien à ce que ça veut dire. Ils vont choisir un circuit de leur choix. Ils auront une application pour vérifier leur propre temps. Bon, j'avoue que je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire et comment est-ce que ça va se passer sur ce fameux marathon. En plus des questions de pollution et de Covid, bon, on est un peu regardant. On verra bien le résultat de ce semi-marathon-là. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose autour de ce semi-marathon. Alors, Yelo a évoqué, je dirais, l'Inde qui a près de 9 millions, plus de 9 millions de cas au niveau de cette maladie. Mais la ville de New Delhi a, elle seule, 500 000 cas. Donc déjà, c'est énorme. Et puis surtout, parlant de pollution, on parle de pollution, actuellement on parle de situations dangereuses et, je dirais, je cherche un peu le nocive en ce qui concerne la ville de New Delhi. Donc, je dirais que c'est un gros risque que va prendre les organisateurs, non seulement en faisant participer tous ces athlètes à cette compétition, et les exposer aussi aux risques, non seulement à la pollution, et aussi à la maladie. Bon, quelque part, je ne sais pas la motivation qui pousse ces organisateurs à maintenir la compétition, mais on verra parce qu'à la fin, forcément, il y aura quelque chose qui, à mon sens, ne sera pas bien vu. Il y aura des retombées. Des retombées, voilà. Voilà. Allez, on poursuit avec le Grand Prix du Bahreïn. Hamilton prend les devants. Le Britannique Lewis Hamilton a réalisé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn vendredi sur le circuit de Sakir. Même sacré champion du monde pour la 7e fois lors de l'épreuve précédente en Turquie, eh bien Lewis Hamilton entend gagner les 3 derniers Grands Prix de 2020, à commencer par celui-ci.
Il a réalisé un chrono de 1 minute 29 secondes qui le place devant son coéquipier, son équipier finlandais Valtteri Bottas qui lui est deuxième. Alors, pour ce qu'il faut savoir au niveau des courses de Formule 1, au niveau des essais libres, il y en a 3. Ensuite, la qualification et puis la course elle-même. Maintenant, ces essais libres-là, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. On attend forcément la qualification qui va se courir demain et on verra qui partira en pole position au niveau de tous ces coureurs. Mais pour revenir à Lewis Hamilton, oui, il a dépassé récemment, je dirais, le palmarès ou le record de Michael Schumacher en ce qui concerne le nombre de victoires. Actuellement, il en a 94 et il vise 100 victoires au niveau de la Formule 1. Donc, forcément, il aura à cœur de prendre ces 3 courses qui arrivent. Donc, déjà, non seulement, c'est vrai, ça ne compte pas assez les essais libres, mais c'est un signal qu'il donne hein, en ce qui concerne la qualification. Absolument. Et pour revenir au même prix de barème l'année passée, c'était les Ferrari qui avaient dominé non seulement les essais libres et ensuite la qualification, mais la course a été remportée par Lewis Hamilton. Donc, comme je le disais, on peut dominer les essais libres, on peut dominer la qualification, on peut partir en pole position et finalement finir deuxième, troisième ou peut-être même finir hors des points. Donc, voilà, c'est quelque chose qui sera aussi très intéressant parce que déjà, avec ce titre-là, derrière, ce qui se joue, c'est la deuxième place entre Max Verstappen, entre Valtteri Bottas. En tout cas, ce sont les 2 concurrents qui sont bien partis pour essayer de remporter cette deuxième place. Donc, on verra ce qui va se passer du côté de Bahreïn. Et c'est une course qui sera en nocturne. Non, décidément, c'est un message fort qu'il lance à tout le monde, hein, à Lewis Hamilton. Et la grande question du moment, c'est qui va l'arrêter. Sur ces 2 essais, il a battu son propre coéquipier Valtteri Bottas. Et puis sur le deuxième essai, il a battu Max Verstappen. Donc il a quasiment battu tout le monde. Et la question, c'est ça. 7 titres de champion, les 3 dernières courses, il veut les gagner. Il affiche clairement ses intentions. Bottas, Verstappen, Vettel, Gasly. Qui va arrêter ce sacré Hamilton? C'est la grande question du moment. C'est le grand patron. Et là encore, sur ces 2 essais, il confirme que les 3 dernières courses, il va les jouer à fond. Et on verra bien qui pourra tenir la distance face à ce fameux Britannique Lewis Hamilton qui est en train de faire oublier le grand Schumacher. Oui, 7e fois, hein, champion Bien du sûr, monde. 7 titres. Il a égalé Schumacher. Oui. Exactement. Allez, un mot de boxe pour poursuivre. Tony Yoka remonte sur le ring. 2 mois après avoir terrassé Johan Duhaupas au premier round, le poids lourd français Tony Yoka est déjà de retour sur les rings pour affronter l'Allemand Christian Hammer ce vendredi à Nantes, avec l'objectif de poursuivre sa montée dans les classements mondiaux. Freiné dans son élan par une suspension d'1 an entre 2018 et 2019 pour infraction aux règles antidopage et puis évidemment par la Covid-19, le champion olympique est bien décidé à rattraper le temps perdu. Oui, on le dit, on le redira encore, c'est la grande promesse, hein, le grand espoir de la boxe française dans la catégorie des poids lourds. Là, c'est la conquête, la fameuse conquête du titre, c'est l'acte 9. Il a déjà disputé 8 combats, il en a gagné 7 avant la limite. Eh bien, son adversaire, c'est Christian Hammer. Bon, lui, il a l'air d'être un peu un bon client pour Yoka, pour jauger un peu de la valeur réelle de Tony Yoka. Parce que depuis le lancement de cette conquête, il a des adversaires qui ne font pas vraiment le poids. Est-ce que Christian Hammer va faire mieux? Il a 33 ans, il a 25 victoires, dont 15 KO. C'est pas mal, parce que ce Hammer a déjà combattu quelques grands champions du monde, notamment Deontay Wilder, l'Américain. Il a combattu Povetkin également, sans oublier Ortiz, le Cubain. Donc c'est quelqu'un qui a une belle expérience et qui peut être un bon adversaire pour Tony Yoka. La France prépare son champion. Est-ce qu'il va y arriver? Parce que devant la Grande-Bretagne, il y a de très grands champions. Tyson Fury, qui a battu il n'y a pas longtemps Wilder. Anthony Joshua, dont tout le monde parle. Sans oublier le redoutable américain Deontay Wilder. Voilà les gros bonhommes de la boxe dans la catégorie des poids lourds. Yoka arrive. On verra bien ce que ce combat va donner face à Christian Hammer. Est-ce que Hammer va faire mentir tout le monde? Est-ce que Yoka va confirmer? Eh bien, la réponse ce week-end. Yoka, en conférence de presse, a laissé entendre que c'est un bon adversaire, il est dangereux, c'est un adversaire qui est très dur, très fort, parce qu'il est résistant et puis il a beaucoup d'expérience, il a beaucoup plus de combats que lui, mais il a dit qu'il va appliquer, lui, sa boxe. Il est resté rassurant et il a estimé qu'il a les atouts pour pouvoir battre l'Allemand. Non, mais c'est un poids lourd que la France prépare, voilà. Mais bon, je l'attends face à un top 10, et puis on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, Hammer, bon,
C'est vrai, il a livré d'autres combats, mais moi, pour l'instant, j'attends vraiment un top 10 face à Yoka pour vraiment juger de la valeur ou de la capacité du boxeur français. Bon, de toute façon, je veux dire, il est quand même champion olympique, hein, Tony Yoka. Ouais, bien sûr. On ne peut pas lui enlever ça. Hein. Ouais, il est 18e mondial, Hammer 34e mondial. Bon, ça commence à monter un peu en puissance. On verra bien pour l'acte 10, l'acte 11. Mais pour l'instant, c'est Hammer. Est-ce que Hammer va tenir ou est-ce qu'il va faire mentir tout le monde? Bon, réponse ce week-end. C'est vendredi, exactement. Allez, du football à présent, le classement FIFA. Oui, on va parler du classement FIFA. La Côte d'Ivoire ne décolle pas. Et non, hein, le classement FIFA donc, du mois de novembre a été dévoilé ce vendredi. La Côte d'Ivoire reste toujours à la 61e place au plan mondial. Sur le plan africain, les éléphants de Côte d'Ivoire sont logés à la 12e place, derrière des nations comme le Burkina Faso ou le Mali. A souligné le retour du Mexique, 9e, et de l'Italie, 10e dans le top 10 mondial. Les Aztèques et les Azuris n'y étaient plus apparus depuis 9 et 4 ans. Le trio de tête, Belgique, France et Brésil, reste inchangé. Oui, on garde toujours le même rang. C'est logique parce qu'on a fait une victoire et un match nul lors des éliminatoires de la CAN 2021, à l'instar des pays qui sont devant nous, qui ont aussi gagné. Mais ce qu'il faut noter, ce qu'il faut savoir, c'est que les points quand même des éléphants, surtout de la Côte d'Ivoire, ont augmenté. Le mois dernier, nous étions à 1378. Cette fois-ci, on est passé à 1384. On est à 2 points de la RD Congo qui est à 1386. Et je pense que lors des prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2021, eh bien, si on arrive à remporter nos différents matchs, c'est fort probable qu'on puisse évoluer dans le classement. Mais je veux dire, on a joué contre la Belgique quand même dernièrement, on a joué contre le Japon, donc oui. Les scores n'étaient pas fameux. Mais c'était avant quand même. Mais c'était avant. C'était avant. Il y avait le classement. Voilà, le dernier classement, c'est je crois les deux derniers matchs. Les deux derniers matchs face à l'équipe. Oui, même si c'était après, les scores n'étaient pas fameux quand même. Oui, non, cette fois-ci, victoire. Alors qu'en fait, je dis, ça dépend des adversaires. Les points, ça dépend du résultat des adversaires, du niveau de compétition. Bon, c'est vrai que les matchs amicaux n'ont pas la même valeur que les éliminatoires, bien les compétitions officielles. Mais dans tous les cas, quand vous jouez quand même la Belgique et le Japon, quand on fait de bons résultats, c'est bon. Mais c'était avant. Je suis le dernier classement. C'est les deux matchs là qui sont pris en compte. C'était face aux Malgaches. On gagne 2-1 et 1-0. Bon, c'est pas mal quand même. On a pris des points. Mais on gagne 2-1, on fait match nul. Pardon, autant pour moi. Je vois la victoire partout, c'est pas grave. Mais je pense que, contrairement aux autres équipes devant nous, elles aussi, elles ont fait de bons résultats. Donc, c'est ce qui fait qu'on reste dans notre place. Mais on a pris quand même quelques points. Bon, on verra. On verra pour les 2 dernières journées des éliminatoires. Certainement au mois de mars prochain, on verra. Exactement. Allez, autre information, Nicolas Pepe se reprend. Nicolas Pepe a réagi en Europa League, expulsé contre Leeds United en Première Ligue. L'international ivoirien a ouvert le score contre Molde, battu 3-0 lors de la 4e journée des phases de groupe. Grâce à ce but, Nicolas Pepe porte son total à 3 buts en 4 apparitions cette saison en Europa League. Quant à Arsenal, eh bien, il fait le carton plein dans le groupe B avec 4 victoires en autant de matchs. Henri Jo. Oui, je dirais c'est une bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle pour Nicolas Pepe et aussi pour son club Arsenal. Mais il faut savoir que dans ce match, c'est vrai, après avoir écopé de ce carton rouge dans le championnat, il va manquer 3 rencontres. Donc voilà, c'est une opportunité pour lui d'avoir du temps de jeu avec cette équipe d'Arsenal. Ça lui a été donné dans ce match de la Ligue Europa. Et ben voilà, il rend bien à son entraîneur. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de carton rouge. Au contraire, il a inscrit un but, je dirais le premier but qui ouvre même le succès à Arsenal. Et puis là, c'est une très, très bonne occasion pour se faire pardonner, puisque après le carton rouge, il a tenu à s'excuser auprès de l'entraîneur, de ses coéquipiers et aussi du public d'Arsenal. Donc là, c'est une très, très belle réponse que donne l'Ivoirien à l'équipe d'Arsenal. Bon, il a fait oublier son geste d'humeur parce que ce n'était pas évident. Il s'est très bien racheté et je pense que Mikel Arteta, qui lui était carrément fâché contre son joueur, le disait après ce match, il a carrément vanté tous ses mérites. Il disait Nicolas Pepe a été très bon avec ou sans ballon. Il a été menaçant du début jusqu'à la fin. Donc, on sait reconnaître le mérite du joueur quand il faut et on sait aussi lui tirer les oreilles quand il faut. Ça fait du bien d'entendre Mikel Arteta tenir des propos comme ça parce qu'il a été quand même assez dur vis-à-vis de Pepe après son expulsion. La situation d'Arsenal en championnat n'est pas fameuse, donc c'est normal que, voilà, quand on a la possibilité de remporter un match et qu'un joueur, pas des humeurs réagit à une provocation et que l'équipe se retrouve à jouer à 10,
Bon, là, Vous savez qu'en on a le football, droit de se fâcher, hein. en football, les choses vont très vite. Il y a quelques jours, l'entraîneur disait que c'était inacceptable. Et juste après, il dit, bon, c'est encourageant, il a fait un beau match. Bon, les choses vont vite. S'il continue sur sa lancée, c'est très bien. Bon, maintenant, il a très bien réagi par rapport au triste événement. Excuse, beau match et victoire derrière. Bravo à Nicolas Pepe. C'est exactement ce que nous attendons de lui sur un terrain de football. Allez, on termine ce LGT News avec un défenseur guinéen condamné en France. Le verdict est tombé pour Ibrahima Konté, âgé de 24 ans. Interpellé en plein entraînement au mois de juillet, le défenseur central de Niort a été condamné jeudi à 1 an de prison, dont 6 mois ferme, par le tribunal correctionnel de Niort. L'international guinéen était jugé pour violence conjugale et le vol du téléphone et des papiers de sa compagne. Alors Tia, on va retracer carrément les faits. Tout se passe dans la nuit du 10 au 11 juillet 2018. Konté déjà confisque le téléphone de sa femme. Il part avec le téléphone, il lit les messages. Quand il revient, c'est 2 coups de poing, il percute sur le visage de sa femme qui est carrément à sang. Donc ils arrivent au tribunal. L'affaire a suivi son cours de 2018 jusqu'à 2020. Comme vous l'avez dit, il a été condamné à 1 an de prison avec 6 mois de sursis. Mais il a surtout été interdit d'entrer en contact avec la victime, de paraître à son domicile et à une obligation de travail et de soins. Alors il faudrait interpeller tous les hommes. C'est pas que ça n'arrive pas qu'aux footballeurs. La violence n'a jamais rien résolu. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre les violences faites à la femme. Je voudrais exhorter tous ces hommes-là à ne pas porter main à la femme, à ne pas porter main aux enfants. Je pense que la femme, c'est tant la douceur que l'homme aussi la douceur. Donc, il faudrait éviter les violences conjugales. Voilà. Moi, j'ai lu l'interview de son avocate qui parle de jalousie pathologique. Ça voudrait dire que le garçon est un peu trop jaloux. Il a une jalousie un peu trop poussée. Voilà, en langage un peu plus terre à terre. Voilà, il est trop jaloux. Il est trop jaloux. Voilà, il n'arrive pas à contrôler sa jalousie. Parce que après le téléphone de sa petite amie, il a fouillé. Ensuite, il est allé faire la bagarre. Bon, c'est un peu triste pour lui. C'est dommage parce qu'un an de prison, c'est dans 6 mois ferme. Bon, c'est assez compliqué. Bon, on espère que ça va l'emmener à réfléchir, à se calmer un peu. Parce que bon, là où on l'attend, c'est plus des prestations de qualité avec Niort sur la pelouse et non avec une bagarre avec sa copine. Mais c'est un peu dommage. L'enfant est un peu souffrant. Parce que ça arrive aussi à beaucoup parmi nous d'avoir par moments une jalousie un peu excessive. Mais c'est bon de se contrôler. Par exemple, comme dit Yellow, violence conjugale, c'est parce qu'il y a conseillé un footballeur. Bon, on espère que tout ça va entrer dans l'ordre et que le pauvre garçon va retrouver les chemins, le terrain de tout football et continuer sa carrière. Et surtout qu'en France, les problèmes, la justice ne joue pas avec ça. Les affaires conjugales comme ça, oui, la violence conjugale, eh bien, effectivement, ça ne pardonne pas. Voilà, on ne laisse rien passer. Allez, on referme ce LGT News. Je vous rappelle la question sondage. Elle est assez rigolote ce soir. La sorcellerie et le fétichisme peuvent-ils faire gagner un match? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, dites-nous tout sur la page Facebook de la 3. Voilà. Et puis, dans un instant, notre invité de ce soir viendra nous rejoindre sur le plateau de la Grande Team. Il s'agit de Donès, lead vocal du groupe Les Leaders. Allez, on poursuit avec le focus de ce soir.